j'ai parlé de 3 acteurs majeurs qui ont signé l'accord cadre d'Addis Abeba. Il y a aussi l'engagement de pays membres de CIRGL qui, eux aussi, à leur tour, n'ont pas respecté leur engagement. Voilà pourquoi nous sommes dans cette situation ici. Ils ont pris quel engagement? Donc, le Rwanda et l'Ouganda, qui sont aujourd'hui les proxys téléguidés qu'on utilise pour nous mettre aujourd'hui à genoux. Ils ont pris l'engagement de respecter l'intégrité et la souveraineté de notre pays. Ça, c'est très majeur. C'est à n'importe quel moment que le Rwanda et l'Ouganda violent la souveraineté et l'intégrité de notre pays. C'est à n'importe quel moment qu'ils s'ingèrent aux questions politiques dont ils n'ont pas, auxquelles ils ne sont pas invités, ils ne sont pas concernés. Ça, c'est un problème. Là, il y a violation de l'engagement. Ils ont pris l'engagement de ne pas apporter aucun soutien. Je dis bien aucun soutien aux groupes armés évoluant. Mais c'est Marius. Attends. Au-delà de tout ce que... Je veux que ceux qui nous suivent puissent comprendre le bien fondé de l'accord cadre d'Addis Abeba. Ils ont pris l'engagement de ne pas soutenir. Pas de mesures contraignantes en cas de sanctions. Je vais y arriver. Je vais y arriver, messieurs les journalistes. Là, apparemment, ils ont pris l'engagement de ne pas soutenir aucun groupe armé. Ils ont pris l'engagement de développer une forme de coopération administrative et judiciaire avec la RDC. Ça veut dire que dans les sens qu'il y a des criminels qui s'enfuient dans un des pays limitrophes membres de CIRGL soient arrêtés et transférés au Congo pour que celui-là soit jugé. Vous savez qu'en 2013, lorsque la M23 a été défait, ils ont pris fuite vers les Rwandais et l'Ouganda. Et lorsqu'ils sont rentrés pour prendre Bunagana, ils sont venus de l'Ouganda. Donc là, il y a aussi un problème. Ils ont pris l'engagement, je l'ai dit, de respecter la souveraineté et l'intégrité de notre pays. Vous comprenez par là que non, ces pays n'ont pas respecté les engagements. Il y a aussi la partie de la communauté internationale qui est aussi l'acteur majeur. C'est là que je vais répondre à votre question sur le plan diplomatique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le voie de sortie de la crise. Ils ont pris l'engagement d'accompagner la RDC dans la mise en pratique, la mise en œuvre de l'accord. Ils ont pris l'engagement de sanctionner, n'est-ce pas, tout acteur qui n'aura pas respecté les engagements. Et depuis un moment, vous allez voir que non, la communauté internationale a semblé être loin de cet accord. Pour quelle raison? À qui profite cette lourdeur ou le silence? Voilà, bonne question. Vous comprendrez que depuis un certain moment, notre pays et la façon dont nous avions évolué avec la diplomatie congolaise, nous avions quitté la logique de l'accord cadre d'Addis Abeba pour aller dans la logique du processus de Luanda et de Nairobi. Le processus de Luanda met sur la table seulement le gouvernement congolais et le Rwanda. Or, déjà en 2021, il y a eu des accords les accords de paix entre le Rwanda et la RDC, qui nous a amené à ouvrir l'espace aérien pour le Rwanda. Vous savez qu'à un moment donné, tout Congolais voulait toujours voyager par le Rwandais, à Kinshasa ici. D'ailleurs, quand le président Joseph Kabila est parti, les relations n'étaient plus au bon fixe à cette époque. C'est ça que j'ai dit. Quand le président arrive, dans sa logique de chercher la paix avec le Rwanda, ce qui est normal. Ce qui est normal. C'est là que je veux que les gens puissent me comprendre. Allez-y. Mais le Kagame a montré que le conflit de la RDC va au-delà de simple Kagame. Parce que nous avions donné tout ce qu'il fallait donner au Rwanda. Nous avions ouvert le ciel pour le Rwanda. Nous avions donné la raffinerie de l'or congolais au Rwanda. Et tant d'autres avantages. Mais Kagame continue toujours à donner des arguments qui ne tiennent pas debout. Et la communauté internationale ne dit rien. Parce que quand nous signons des accords avec le Rwanda. Mais ceux qui achètent les matières premières à travers le Rwanda, qu'est-ce qu'ils en bénéficient? Ils n'en bénéficient rien. C'est pour dire que... Vous évoquez cette question, on va y revenir. Alors, parce que ceux qui achètent les minéraux, parce que tout ce qu'il y a comme matière première, pourquoi ils ne viennent pas là, en RDC de manière ouverte? Cette question, je sais pourquoi je pose cette question, c'est une précision très importante. Vous anticipez. J'aimerais que ceux qui nous suivent comprennent la logique. Comprennent un peu la logique, parce que nous allons arriver à cette question-là. Okay, quand nous, la RDC, nous signons les accords avec le Rwanda, nous signons les accords qu'avec le Rwanda. Vous voyez? Et nous avions tout donné au Rwanda. Mais c'est comme si vous avez un receleur, vous avez un voleur et une victime. Nous sommes une victime. Le Rwanda, c'est un voleur.
Et ces entreprises-là, multinationales, je les considère comme des resellers. Qui sont aussi nos partenaires d'ailleurs. Qui sont aussi nos partenaires. Je vais y arriver, vous allez comprendre. Maintenant, ces resellers-là, il dit aux victimes de négocier avec le voleur. C'est pas possible. Alors qu'il est possible. Avec la victime. Avec la victime, voilà. Ah, okay. Alors qu'il est possible, messieurs les journalistes, que la victime puisse dire au receleur qu'il est possible de venir par la grande porte, de ne plus acheter le matière à travers les voleurs. Venez dans la logique de gagnant-gagnant. C'est là que Dr Denis Mukwege nous impose de négocier avec les voleurs. Pourquoi les receleurs nous imposent ou bien nous poussent? Je comprends maintenant la démarche de Dr Denis Mukwege. Voilà, c'est là que je voudrais que les gens puissent comprendre. Allez-y. Pourquoi on nous pousse à négocier avec les voleurs. Avec le voleur. Les Rwandais. Vous allez comprendre par là que le gouvernement congolais, quelque part, son image est ternie. Sa crédibilité est attachée au niveau international. Le respect des engagements de la RDC, dans le cadre de l'accord cadre d'Addis Abeba, va aussi dans le sens, n'est-ce pas, d'assainir le climat des affaires au Congo. Très important. Très important. Parce qu'un investisseur important ne viendra pas dans un pays où l'État n'est pas présent sur toute l'étendue du territoire. Ne viendra pas dans un pays où la corruption, le détournement est une monnaie courante. C'est ça l'image que les investisseurs ont de la RDC. C'est ça l'image que les investisseurs ont de la RDC. Et c'est une réalité. Regardez les engagements pris par la RDC à Addis Abeba. Il dit que non, je vais rétablir de l'autorité de l'État. Je vais travailler dans le développement économique, faciliter l'accès aux services de base à la population. Vous ne pensez pas que c'est ce que Félix Tshisekedi est en train de faire? Parce que dans 6 ans, avec tout ce que vous... Je ne suis pas ici pour parler de la politique de Tshisekedi. Parce que plusieurs fois sur vos plateaux ici, nous avions décrié. Je ne peux pas me dire aujourd'hui, Tshisekedi a lamentablement échoué. Tshisekedi, si on demande à Mme Soumina son bilan, presque 10 années, elle n'en a pas. Les 6 ans, les 5 ans du gouvernement passé, du mandature passé, il n'y a rien de palpable. Il n'y a rien de palpable. Donc on ne peut pas revenir sur ça. Et aujourd'hui,